Monsieur Louis de Ragnel, Bonjour Pascal. avant d'entrer dans ce studio, je suis passé par le service politique et pour vous dire notre réactivité, j'ai échangé avec vous et je lui ai dit mais venez me dire ce que vous me dites hors antenne à l'antenne parce qu'il y a inquiétude au plus haut sommet de l'État. Pourquoi ? Il y a un changement de ton au ministère de l'Intérieur. On a pu se procurer plusieurs notes récentes sur l'état de la mobilisation des agriculteurs. Figurez-vous, par exemple, hier, la mobilisation est passée de 3000 agriculteurs mobilisés à 9000 en seulement une après-midi. Ça veut dire que le mouvement a été multiplié par 3, il a triplé et on est passé de 2000 engins agricoles à 5200 à 17h. Donc, au ministère de l'Intérieur, on est inquiet parce que la consigne a été donnée depuis le début de surtout ne pas faire d'interpellation, d'accompagner le plus possible le mouvement. Mais on le voit, les réponses politiques ne viennent pas ou ne conviennent pas en tout cas. Mais il n'y en a pas depuis hier. De toute façon, il faut attendre le Conseil européen de jeudi. Il ne se passera rien avant Absolument. jeudi. Gabriel Attal va parler cet après-midi. Vous pensez qu'il proposera des choses ? C'est certain qu'il proposera des choses. Ensuite, la question c'est de savoir si elles conviennent, si elles satisfont les agriculteurs. Donc, les policiers du renseignement territorial craignent que le mouvement dure au moins encore 5 jours. 5 jours. Et ils craignent même qu'à l'issue des 5 jours, le mouvement s'amplifie avec notamment des Français qui pourraient tenter de rejoindre le mouvement, donc des Français qui ne sont pas agriculteurs. Donc c'est ça qui suscite l'inquiétude. Et puis je termine simplement d'un mot sur une chose, c'est que il y a plusieurs personnes au sommet de l'État qui considèrent qu'ils se sont trompés sur un élément très important. Tout le monde pensait que les agriculteurs n'auraient pas la capacité de tenir plus de 2-3 jours, puisqu'ils ont des exploitations, ils ont des champs à cultiver. Eh bien, ce qu'on observe et ce qu'observent les policiers, eh bien, c'est que les agriculteurs qu'on voit qui se mobilisent sur les routes de France se sont organisés et donc peuvent durer beaucoup plus de temps dans leur mouvement de contestation. Il y a quelque chose d'important que vous avez dit jusqu'à présent. Gérald Darmanin avait dit pas d'interpellation et on accompagne le mouvement. Peut-être cette stratégie va-t-elle changer ? Au ministère de l'Intérieur, on prie Sainte Rita pour que surtout les agriculteurs ne mettent pas les policiers dans la situation de les interpeller. Mais on était avec Nicolas, qui est un agriculteur hier, qui est éleveur de chèvres. Il part d'Agen, il veut arriver à Rungis sans doute demain matin. Et sur la route, ils ont été arrêtés. Mis de côté, puis ils ont trouvé un chemin détourné pour reprendre la route. Donc la police quand même intervient. Moi depuis hier, je suis quand même étonné. Si on veut pas que Rungis soit bloqué, bah, par définition, on peut-être de la logique, bien sûr, de Gérald Darmanin. Hein. Je parle pas de la logique. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est paysans. qu'un agriculteur qui est parti il y a 3 jours, qui roule à 40 km/h avec son tracteur, il va pas s'arrêter à mi-chemin après avoir dormi 4 ou 5 nuits dehors parce qu'il y a un barrage de policiers. Nous sommes d'accord. Il est déterminé parce que, à la différence d'autres mouvements, il joue sa survie. Il ne demande pas un nouveau droit. Et puis on entend ces gens-là qui, effectivement, on est en empathie avec ce qu'ils disent. Dernière chose, et ça sur le plan politique, Monsieur Fesneau, il a disparu des radars. Hein. Le ministre de l'Agriculture, je ne sais pas à quoi il sert. Alors figurez-vous qu'il s'apprête à partir à Bruxelles pour préparer le sommet européen auquel participera Emmanuel Macron jeudi. Et c'est un sommet qui est très important parce que Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait demander à Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, un certain nombre de choses. Justement. Le Mercosur déjà est suspendu. Le Mercosur est suspendu, mais attention, les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot, parce que eux, ils ont des intérêts dans le Mercosur. Oui. Ils veulent exporter, ils veulent vendre des voitures. Bon, il n'y a pas que l'agriculture dans le Mercosur. On rappelle ce qu'est le Mercosur, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est le Mercosur. C'est un marché de libre-échange, un accord de libre-échange, exactement, qui est signé avec les pays, notamment d'Amérique du Sud. Je vous remercie beaucoup. Pascal. Nous, on va être dans une seconde. Je pense qu'elle est déjà avec nous, d'ailleurs, Madame Le Floch. Bonjour, Madame Le Floch. Vous êtes présidente de la coordination rurale, éleveuse de vaches laitières dans le Finistère. Elle va être dans une seconde avec nous. C'est un sujet extrêmement important, bien sûr, et on va prendre le pouls de tous nos interlocuteurs d'ici 13h. Il est 11h09. À toutes, Véronique et Le Floch, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je voulais qu'on écoute peut-être ce que disait ce matin Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA, qui était l'invité de Sonia Mabrouk, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde que lui. Écoutons Monsieur Rousseau. Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence,
de la grande détermination qu'ils me disent chaque fois. Et au moment où je veux vous dire que j'ai reçu encore une fois le message de 5 sur 5 toute la nuit avec les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres. Vous l'avez compris, Sonia Mabrouk, la détermination est totale. Il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire dans la rigueur et il faut le faire dans l'échange. C'est ce qu'on a fait hier à Matignon. Ça, c'est le premier passage, Madame Le Floch. Mais le deuxième est encore plus intéressant, si j'ose dire. C'est on ne veut pas aller à Rungis. Nous avons, depuis le début de cette action, fait le choix de ne jamais aller à Rungis. Parce que notre objectif, c'est pas d'affamer les Français, on veut les nourrir. Et donc ceux de nos compétiteurs syndicaux qui veulent aller à Rungis pour faire le coup de force, nous, on a dit depuis le début que c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc après, chacun prend ses responsabilités. Je le dis aussi parce que on aura des élections professionnelles dans 1 an. Mais dans le moment dans lequel on est, c'est pas le temps de la campagne. Il viendra et les agriculteurs, ils sont bien assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais dans le moment dans lequel on est, l'objet, c'est comment on sort de l'agriculture, de la situation dans laquelle elle est, et comment surtout on fait pour que le changement de logiciel attendu par le gouvernement prenne forme. Madame Le Floch, je rappelle que vous êtes présidente de la coordination rurale, éleveuse de vaches laitières dans le Finistère. J'ai l'impression que sur le front syndical, il y a discorde. Eh bien, ce que je retiens du discours des réponses de Arnaud Rousseau, les agriculteurs sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Force est de constater qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs se révoltent, qu'ils soient de la FNSEA ou d'ailleurs. Ils ont décidé de monter à Paris. Ils ont décidé de monter pour se faire entendre. Parce que tout le monde ne se fait pas entendre aujourd'hui. Peut-être M. Rousseau, mais pas nous, la coordination rurale. Donc nous, on monte à Paris. On monte vers le coffre-fort de la France. On a bien compris, sinon on ne mettrait pas des blindés pour protéger Rungis. Franchement, qui alimente ce coffre-fort? Qui alimente ce frigo, si ce n'est les agriculteurs? On n'est pas là pour affamer les Français, contrairement à ce qu'il peut dire. On est là parce que justement, on veut montrer ce que sera la France si ce coffre-fort, ce frigo n'est plus alimenté demain, parce qu'il n'y aura plus d'agriculteurs. On agit pour l'intérêt de tous les consommateurs de la France. C'est un tournant dans l'agriculture. J'entends bien, et ce que disait Louis Dragnel, il y a une détermination, il y a une volonté, les agriculteurs jouent leur peau, mais depuis le début, moi je me demande comment on va sortir de ça, parce que on peut imaginer que le gouvernement entende ce que vous voulez, comme tous les Français, parce que ces gens-là ne sont pas complètement déconnectés quand même, mais comment peuvent-ils agir sur un système qu'ils ont mis en place depuis 40 ans, avec des règlements depuis 40 ans? On parle par exemple des jachères. C'est Bruxelles qui décide si vous devez garder votre terrain en jachère. Comment changer les choses, Madame Le Floch? Je ne sais pas si vous avez un mode d'emploi, mais il m'intéresse de l'entendre. Alors écoutez, pour la coordination rurale, tout est structuré. Tout tient en 7 points. 4 points au niveau national, 3 points au niveau européen. Je passerai d'abord le niveau européen parce que le niveau européen, c'est celui qui aujourd'hui régit toute l'agriculture européenne et avec des déclinaisons au niveau de chaque État membre. Nous, à la coordination rurale, une exception agriculturelle pour sortir l'agriculture de l'OMC. Plus d'accords de libre-échange avec des rentrées d'alimentation ne répondant pas à nos normes et surtout uniquement au profit d'entreprises, de multinationales, qu'elles soient du CAC 40 ou autres. Ça, c'est le premier point, exception agriculturelle. Deuxièmement, faire en sorte qu'on obtienne, soit par la politique de la chaise vide, mais que tous les États membres valident le fait qu'on révise la politique agricole commune telle qu'elle a été définie jusqu'en 2027, vu qu'elle est beaucoup trop administrative et incompréhensible. Mais c'est ça. Mais en fait, je suis d'accord avec vous. Tout le monde peut être d'accord avec vous. Mais comment on fait ça? Ça va pas être simple. Avec effectivement la folie, les dingueries écologiques, il faut le dire, les dingueries écologiques et les folies administratives. Alors tout à fait, mais ça, c'est une décision qui doit venir de l'ensemble des États membres pour lancer la révision de la PAC totalement et en profondeur. Je ne sais pas si Mme von der Leyen, elle est sur cette ligne-là, donc on le verra avec le Conseil européen de jeudi. Mais c'est pour ça que c'est difficile, parce que en fait, ce que vous dites, c'est renverser la table. Et mon expérience me dit qu'on ne renverse jamais la table dans ces crises-là. On négocie, c'est des petits pas, etc. Mais les agriculteurs, aujourd'hui, ils ne veulent plus des petites choses. Ils ne veulent pas un chèque. Vous faites pas, certainement, tout exactement, à fait. Alors là, vous ne faites pas la mendicité. Tout à fait. Mais là, justement, ces engagements-là, ils doivent être actés. Ben oui, mais est-ce qu'ils peuvent l'être aussi dans 3 jours
je suis circonspect. Tous les pays européens sont en train de se soulever. Les Hollandais ont réussi, même d'un point de vue politique. Les Italiens, les Roumains, tous les pays vont se révolter. Tout le monde va devoir entendre la grogne des agriculteurs. J'entends bien. Donc ça, c'est l'aspect européen avec le Green Deal qui n'est pas acceptable avec cette voie qui nous entraîne dans la désagriculturation, la décroissance. Ça, c'est le niveau européen. Au niveau français, les aspects trésorerie, des choses ont été apportées, annoncées. Il nous faut davantage de précision pour voir si les enveloppes annoncées notamment couvrent les besoins et les problèmes de terrain. La fiscalité de nos taxes foncières, de notre foncier, qui est taxé aujourd'hui à 35%, si on additionne nos taxes foncières plus la CSG, c'est plus que la taxation des dividendes, c'est plus que la flat tax. C'est quand même pas normal. Mais c'est tellement convaincant ce que vous dites. Véronique, moi je vous propose d'échanger peut-être avec Nicolas, parce que Nicolas il est avec nous. Alors Nicolas, on l'a appelé hier, il était sur la route lorsque je l'ai eu hier matin pour Europe 1. Bonjour Nicolas, rebonjour, parce que je vous ai eu tout à l'heure sur l'antenne de CNews. Oui. Donc on va plus se quitter parce que vous êtes un peu notre... j'allais dire notre balise Argos. Je ne sais pas si ça existe toujours, les balises Argos. C'était dans le temps pour suivre les bateaux dans le temps, dans la course du Rhum. Il y avait des balises Argos. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus forcément. Donc, vous êtes où, Nicolas? Parce que vous étiez parti d'Agen hier, vous êtes dans un convoi et vous roulez vers Paris. Mais vous êtes où? Alors, on va arriver à Châteauroux, on y sera à peu près, je pense, dans 20 minutes, une demi-heure. Et vous roulez bien quand même, parce que là, vous êtes à moins de 300 km de Paris, Châteauroux. Ah oui, mais enfin, bon, on a encore beaucoup de barrages, je pense, de police à passer. Et mais ils vous laissent passer. On n'est pas encore passer. arrivé au bout. Ils vous laissent passer. Mais nous sommes passés. Alors mais là, maintenant, ils nous laissent passer. Ils vous laissent passer. Nous avons vu la visite d'un général avec 3 étoiles ou 4. Ouais. Et donc, ils nous laissent passer au moins jusqu'à Vierzon. Donc voilà, on est bien reparti. On roule bien là. Maintenant, on roule presque à 50 km/h. Voilà, c'est parti. Bon, vous êtes... Et la motivation ne tombe pas. Je peux vous dire que les troupes sont très motivées. On a fait le plein des tracteurs. Maintenant, là, c'est parti jusqu'à Paris. Châteauroux-Rungis, c'est 262 km. 3 heures de voiture à peu près. 3h16 de voiture, donc un peu me dit, plus, effectivement. Ouais. Mais bon, là, c'est avec des vraies voitures. Là, vous êtes avec des tracteurs. Voilà. Vous êtes combien, Nicolas, dans ce convoi? Je dirais au moins 200, 250 tracteurs, plus... nous, on est dans un fourgon avec des lits pour que les chauffeurs de tracteurs puissent se reposer. Il y a aussi, bien sûr, pour l'alimentation, pour tout. Donc, on est un convoi, pour moi, qui fait 5-6 km de long, voire plus. Bon, il est 11h20 et vous écoutez Europe 1. Et si vous n'étiez pas hier avec nous, Nicolas est cet éleveur de chèvres, 150 chèvres, qui est marié, qui a 2 filles et qui gagne 350 € par mois, simplement, ces temps-ci, tellement les temps sont durs. Et ce qui m'avait frappé, il ne se plaint pas d'ailleurs des vacances qu'il n'a pas, mais quand il en prend des vacances, disait-il hier, ce sont des vacances de divorcé. Sans sa femme. C'est-à-dire que pour que les chèvres soient gardées, comme il n'a pas les moyens, vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un d'autre, vous partez en vacances 3 jours avec vos filles et après c'est votre femme qui prend la relève, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas être en vacances ensemble, tous les 4, comme tout Français salarié lambda. J'irais même Nicolas. vous dire jusqu'au bout, on n'a même pas été en voyage de noces avec ma femme. Donc oui. voilà, parce qu'il y a les chèvres, voilà. Donc c'est jusqu'à ce point-là. Hein. Bon, je vais pas rendre du désespoir à ça. Non, mais parce que vous vous plaignez jamais en plus. C'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que je découvre ces personnalités qui sont effectivement engagées, qui sont dynamiques, qui sont passionnées, qui ne se plaignent pas d'ailleurs, qui demandent simplement qu'on vous respecte et qu'on vous paye le travail au juste prix. D'une part, oui, mais aussi, maintenant, on veut aussi, moi je vous le dis, comme je vous ai expliqué ce matin, l'électricité n'arrête pas d'augmenter, tout n'arrête pas d'augmenter, on ne peut plus vivre de notre travail. Alors, c'était déjà compliqué avant, mais là, maintenant, on est à genoux. Et vous ne lâcherez pas, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une détermination, parce que le gouvernement imaginait que comme vous avez des exploitations, au bout de 3-4 jours, vous repartiriez.
sans doute pour ces exploitations, mais vous êtes tous organisés de telle sorte que l'exploitation vive pendant quelques jours sans vous. Et puis, si jamais je suis obligé de redescendre, il y en a un autre qui va monter, on ira lui soigner les vaches, on fera, mais je peux vous dire, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Demain matin, vous serez où, Nicolas? Parce que je vous ai invité tout à l'heure pour CNews, mais je pourrais vous inviter aussi pour Europe 1. Vous serez où? Vous serez à Rungis, a priori, ou vous êtes capable de venir jusqu'à nous dans nos studios? Oui, on ne pourra pas venir jusqu'à vous au studio parce que, avec notre convoi, on a un gros fourgon, on ne pourra pas se garer facilement. Puis je pense que c'est un peu compliqué de rentrer dans Paris, je crois, en ce moment, non? Mais on vous envoie un taxi moto, vous savez. On trouvera. Mais on trouvera. En tout cas, demain, on se parlera forcément, et puis on se parlera, je pense, également ce soir, ou à moins qu'on envoie un de nos reporters. Oui, je viens vous chercher en moto, sinon. Oui. Olivier non, j'ai pas le permis moto, mince. Non, en voiture alors. Oui. Écoutez, en tout cas, on écoute vos revendications. Pas de violence, ça c'est important, hein, Nicolas. Mais, je pense que c'est très important de le dire parce qu'on peut pas soutenir un mouvement de violence, bien sûr, mais faut qu'on vous entende. Pas du tout dans la violence, même je vous dire, là, à chaque arrêt, on s'arrête, on discute avec les gendarmes qui sont très sympathiques, qui s'occupent de nous. On n'est pas là pour casser, au contraire, mais on est là pour nous se montrer. Puis déjà, il y a un symbole, on est parti d'Agen, vous imaginez, un tracteur, c'est quand même, c'est pas quand même rien, quoi. Et puis, c'est historique, hein. Il y a combien de tracteurs qui n'a fait ça? Il y a combien de tracteurs? Maintenant, on est à plus de 250. Hein. 250 tracteurs. Ils sont partis de 50 d'Agen, puis au fur et à mesure, ils s'en rajoutent, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et puis, je vous dis, il y a un symbole, et puis après, moi, je connais bien Rungis. Hein. J'ai des clients là-bas. Je connais très bien Rungis. Il faut pas croire qu'il y a que des produits français. Il y a bien sûr là dedans, il y a bien sûr plein d'autres choses, notamment sur la viande. Et des produits qui ont rien à faire là. Donc, de toute façon, les gens qui travaillent à Rungis et qui travaillent bien avec des produits français, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils pourront acheter tout ce qu'ils veulent, ils l'auront. Merci beaucoup, Nicolas. On entend les klaxons derrière vous. Oui, il y a du monde. Parce que les gens, effectivement, c'est la caravane du Tour de France. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci, Nicolas. On va marquer une pause. Et je le dis pour monsieur Olivier Guénec, bien sûr. Oui. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est le père Fouras? C'est qui a écrit ça? Non, c'est le père Fouras. Non, c'est le père Fouras. Mais j'ai pas. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et monsieur Guénec m'a dit c'est le père Fouras. Non, mais franchement. C'est qui? Mais c'est qui du coup? Mais c'est Corneille, c'est le Cid. Oui, je visualise, oui, très bien. Vous visualisez le quoi? Chanteur, hein, bien sûr. Le Corneille, non mais c'est terrifiant. Excusez-moi, oui. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Eh oui, bien sûr, je l'ai, vous voyez. Et c'est l'histoire des tracteurs. Mais évidemment. Nous partîmes 500. Ça m'est venu aussi à l'esprit, oui, j'aurais dû le dire, tiens. Oui. Bon, il est 11h26. Il n'y a pas de chanson sur les tracteurs, DJ Fab. Là, va rester avec nous. Il est donc dans le convoi. Il roule vers Paris. Et Maria Da Silva est là. Elle est vice-présidente de la Fédération des marchés de France. Bonjour, Madame Da Silva. Madame Da Silva, êtes-vous là? Une fois. Oui. Bonjour, Madame Da Silva. Vous êtes vice-présidente monsieur. de la Fédération des marchés de France. Oui, bonjour monsieur, vous m'entendez pas? Si, je vous entends très bien désormais. Et peut-être allez-vous nous faire part de votre inquiétude parce que forcément les marchés de France se nourrissent, si j'ose dire, ou vont chercher ce qu'ils vont mettre sur les marchés, se fournissent. Voilà, je cherchais le mot et je vous remercie, Géraldine. Se fournissent à Rungis et ça rime en plus. Donc, est-ce que vous êtes inquiète? Oui, nous sommes très inquiets. Nous sommes de tout cœur avec nos amis agriculteurs et producteurs. Mais nous sommes très inquiets sur notre activité pour la fin de semaine, surtout cette semaine et fin de semaine. Manifestement, quand même, Rungis sera protégé. Je l'espère, oui, bien sûr.
je sais que les choses sont faites. Mais bon, on s'inquiète un petit peu. On surveille, on regarde. Nous avons nos marchés, nos étals à remplir, nos clients à servir. Donc, nous regardons. Mais par exemple, c'est une question toute simple, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais si Rungis, par exemple, était fermé pendant 10 jours, qu'est-ce qui se passerait en France ? En France, je ne sais pas. En Ile-de-France, ça serait très compliqué. Parce que tout le monde, il n'y a pas, on ne peut pas échapper, par exemple, à Rungis. Il n'y a pas un circuit parallèle qui pourrait se mettre en place ? Peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre à cette chose, mais nous, commerçants en Ile-de-France, on va dire que 90% de nos achats se font sur le mine. Alors, pour qu'on comprenne votre métier, vous dites que vous êtes commerçante, Madame Da Silva. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle activité vous êtes ? Oui, je fais des spécialités italiennes, portugaises et espagnoles. Donc, charcuterie et fromage. Et pour comprendre votre rythme de vie, c'est-à-dire que vous allez combien de fois à Rungis par semaine ? J'y vais 1 à 2 fois par semaine, donc demain matin, si tout se passe bien. Et dans ces cas-là, vous achetez pour la semaine entière ce que vous allez ensuite revendre sur les marchés ? Tout à fait. Et vous travaillez tous les jours sur les marchés ? Du mardi au dimanche, oui. Tous les jours, dans l'Île-de-France ? Tout à fait, monsieur. Bon, sur des marchés différents, oui, sur des marchés. Quand vous m'appelez monsieur, j'ai l'impression d'être d'être le professeur, vous savez, qui interroge. Là, par exemple, ce matin, vous étiez où, Madame Da Silva ? J'étais dans le 80. Mon étalage est installé dans le 93. Et alors, les clients sont un peu inquiets. Ils peuvent échanger avec vous. Oui, tout le monde regarde, tout le monde est un petit peu inquiet de toute façon. Et bon, c'est des métiers, effectivement. Quand vous allez à Rungis, vous allez à quelle heure ? Je pars de chez moi, il est 3h30, 4h. Donc, effectivement, c'est des... Et vous enchaînez, quand vous allez à Rungis, vous enchaînez avec un marché ? Tout à fait. On revient et on déballe dans les termes que nous employons. On déballe et on fait notre matinée et on remballe. Et après, on a tout suivi dans nos laboratoires, au dépôt, selon comment on appelle ça. Et après, on a de la comptabilité. Alors, vous savez, les journées sont très longues chez nous. C'est des métiers, c'est des métiers de passion. Je ne sais pas comment vous êtes venu à ce métier, si vos parents déjà étaient dans la partie. Parfois, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire parfois pour faire ce type de métier, il faut être né dedans, parce que. Oui, il faut être passionné, né dedans ou pas, mais je crois qu'il faut surtout être fou. J'ai l'impression. Ah oui, vous trouvez vous trouvez qu'à la fin du mois, quand même, la note ne justifie pas ou le revenu ne justifie pas. Tout à fait. Tout à fait, et surtout ces derniers mois, avec tout ce qu'on a subi, c'est pour ça qu'on est très inquiet. On regarde parce que on a eu le Covid, on a eu la guerre d'Ukraine, enfin on a toujours cette guerre, on a l'inflation qui nous a martelé, et puis il ne faut pas oublier que nos entreprises actuellement sont très fragiles. Bon, vous avez augmenté vos prix ? Vous avez été obligé d'augmenter vos prix ? Un petit peu comme tout le monde, dans l'ordre du raisonnable. Bon, donc là, par exemple, sur votre étal en ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire les produits que vous proposez aux clients ? Vous me disiez spécialité. Écoutez, ça part de la mortadelle, ça part des pâtes fraîches, du fromage. Ah, les pâtes fraîches. C'est bon ça. Ça, les pâtes fraîches. Parce que nous avons des pâtes à la cantine, je ne sais pas si ce sont des pâtes fraîches. Je ne sais pas. C'est pas moi qui vous les cuisine. C'est combien le kilo de pâtes fraîches Ça peut être aux alentours de 17, 18 euros. Ça dépend si c'est des natures, ainsi de suite, voilà. Ah oui, 17, voilà. 18 euros le kilo de pâtes fraîches. C'est vrai que une assiette de pâtes, c'est combien de... 150 grammes 150 grammes ? Bon. Oui, à peu près. Tout dépend. Tout dépend du mangeur. La vôtre, c'est 300. Exactement. La vôtre, c'est 300 grammes. Bon, écoutez, vraiment merci Madame Da Silva. Et puis, de toute façon, vous êtes vice-présidente de la Fédération des marchés de France. Vous êtes inquiète, bien évidemment, parce que si Rungis est fermé, vous me dites qu'en Île-de-France, il n'y a pas... 1000 marchés. Il n'y a pas de dérivatif. C'est combien de marchés ? 1000. 1000 marchés dans l'Île-de-France ? Oui. Sur 1000 marchés sur une semaine ou par... Il n'y a pas 1000 marchés en ce moment à l'heure... Non, mais la totalité des marchés ouverts, c'est 1000 marchés. Oui, d'accord. 80 pour la commune de Paris.
Eh oui, il y a des marchés, effectivement. Dans le 15e, nous, on est dans le 15e. Est-ce qu'il y a... Il y en a un côté pas loin, quelques mètres. Marché ouvert. Voilà, on a tous un marché en bas de chez nous, ou dans notre ville, ou dans notre commune, ou dans notre village. Faut pas l'oublier. Ce matin, je suis allé au marché. J'ai beaucoup marché pour aller au marché. Oh, alors ça c'est poétique ça. Dis donc, c'est recherché, hein. Bon, merci madame. Père Fouras, là. Non. Alors, on parlait de Karine Le Marchand et on peut peut-être l'écouter parce que sa prise de parole a été discutée, mais si elle peut faire avancer la cause, pourquoi pas? Elle était présente hier au milieu des agriculteurs. Vous avez des représentants ici, des boulangers qui sont venus, des restaurateurs qui sont ici. Je ne vous connais pas, bonjour. Eh ben, on va saluer. Et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde. Voilà. Alors ça, la question qu'elle pose, elle est intéressante parce que les consommateurs, évidemment, ils veulent acheter d'abord moins cher. Alors elle dit que c'est de la merde. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit de la merde. Simplement, c'est moins cher. C'est moins cher. Tout le monde n'a peut-être pas les moyens aussi de Karine Le Marchand. Monsieur Olivier Guénec est entré dans le studio et on va refermer peut-être ce chapitre agriculture dans une seconde. Il ne me semble pas, Pascal. On est avec Mathieu, qui est sur un des 8 points de blocage en Ile-de-France. C'est pourquoi vous avez toute la justification de votre entrée dans ce studio pour me rappeler à l'ordre. Voilà. Il est agriculteur, pardon. Voilà. Oui, ça, je me doute qu'il n'est pas effectivement footballeur professionnel. On est dans un sujet sur l'agriculture. Là, je ne dirais pas jusque-là. Vous avez imaginé que j'allais plus mal que je n'allais. Une petite faiblesse et tout de suite, vous avez voulu être complet. Voilà. Vous avez voulu comme le pain. Oh là 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 là. Mathieu, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes où? Vous habitez où, Mathieu? J'habite près de Charly-sur-Marne, dans le 02, au tout début de la Champagne. D'accord. Vous êtes dans quel domaine d'agriculture? Je suis dans la céréale, betterave, lin textile, tournesol. Bon, c'est généralement, moi je suis pas un spécialiste, mais un secteur qui marche pas trop mal. Un secteur qui marche pas trop mal, mais qui subit une surtransposition de règles qui nous atteint quand même en flèche. Et on est aujourd'hui concurrencé. On vit un dumping fiscal, un dumping social et un dumping environnemental qui est pas facile à juguler. Donc c'est l'objet de notre présence ici, vous voyez, avec un certain nombre de confrères qui viennent d'arriver. D'ailleurs, on a tout un convoi de tracteurs qui vient d'arriver de l'Aisne, de la Marne, de la Moselle et de la Meuse. Il y a 100 tracteurs qui viennent d'arriver en renfort. Voilà, et vous vous dirigez vers où? Tous ces tracteurs se dirigent vers où? Vers Paris? Aujourd'hui, on fait un blocus sur l'autoroute A4 à hauteur de Marne-la-Vallée, à peu près. Ça veut dire quoi, blocus? C'est-à-dire que les gens ne passent pas? C'est-à-dire que les voies sont fermées dans les deux sens. Alors, on a conscience d'embêter nos citoyens, mais l'enjeu, c'est quand même la souveraineté alimentaire. Oui. Et l'enjeu, c'est... On a une désindustrialisation et nous, on craint une désagriculturisation, clairement, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a attaqué de toutes parts. Tous, là, aujourd'hui, vous avez des maraîchers, vous avez des céréaliers, vous avez des éleveurs, vous avez des viticulteurs de champagne qui sont là aussi. Là, je suis en train de boire une bonne bière d'un copain qui est agriculteur céréalier qui fait de la bière. On a de la chips locale aussi. Donc, vous voyez, la chips. L'agriculture est multiple et l'agriculture est totalement représentée aujourd'hui sur nos barrages. Je suis d'accord avec vous, mais alors tous ces personnes que vous bloquez ou qui n'ont pas pu passer sur l'autoroute, elles ne vous reprochent pas, elles ne manifestent pas un mécontentement? Écoutez, on a une route départementale juste au-dessus, là. On est sous un pont, en fait, donc il y a une route au-dessus et je peux vous garantir qu'on n'a que des coups de klaxon, du soutien. C'est ça qui est fou d'ailleurs. Je pense que les citoyens ont compris l'enjeu, quoi. L'enjeu de la souveraineté alimentaire. Voilà. Exactement. L'enjeu d'avoir des produits de qualité qui sont produits chez nous. Alors on est très souvent critiqué, mais je peux vous garantir qu'on n'a pas à rougir. On a conscience, hein. Moi je suis agriculteur, je suis aussi citoyen, je suis père de famille. On a une conscience professionnelle. On veut faire notre travail dans les meilleures conditions. On entame l'agroécologie, mais pour ça, il nous faut aussi des moyens pour évoluer. Pour être plus vertueux dans nos pratiques. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, le modèle agricole, il est certainement pas parfait, mais c'est certainement un des plus résilients au monde, le système français, et il faut quand même le reconnaître. Donc, on doit progresser encore, mais on peut pas dans un sens, nous mettre des règles et des normes qui changent tout le temps, et de l'autre côté, importer, vous voyez, on a du sucre qui arrive d'Ukraine aujourd'hui, qui est traité avec des néonicotinoïdes qui ont été interdits chez nous. On marche sur la tête, quoi. On a retourné nos pancartes pour le signifier. On marche sur la tête, quoi. Moi, je suis frappé de la qualité des interventions depuis 10 jours et celle qu'on écoute à l'instant de Mathieu va dans ce sens-là. C'est-à-dire que
qui peut contester ce que vous dites ? Je pense que même le gouvernement qui entend ça dit évidemment qu'ils ont raison. Simplement, un système a été construit depuis 40 ans et qui est un système qui est arrivé au bout de son chemin, peut-être. Bon, Mathieu, je vous remercie grandement de ce témoignage. Olivier... Vous voulez nous rendre une visite, non, peut-être ? Mais moi, je voudrais bien... On vous attend, Pascal, c'est pas si loin. Mais non, mais c'est vrai que... D'abord, j'aime bien les chips, pour tout vous dire. Donc je ne sais pas si... Ça, c'est un argument. Ça. Oui, ça c'est un argument. C'est la bière de Seine-et-Marne, là. Je peux Parce vous qu'en fait, j'ai une alimentation globalement d'enfants, si vous voulez. Chips, pommes noisettes, steak haché, pâtes, petits gâteaux. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que sur le plan alimentaire, j'ai beaucoup grandi. Voyez-vous, je suis plutôt resté scotché à des années d'adolescence. Bon. Donc les chips, c'est des chips artisanales en plus que vous faites. Je vous donne le nom, c'est la chips française, c'est des copains dans l'Aisne, et la bière, c'est la bière Rabourdin, c'est une brasserie qui est pas loin de chez nous en Seine-et-Marne. Alors la bière, je suis moins client, mais la chips française, c'est le nom de... Mais ça se trouve où ça, par exemple, la chips française? On peut l'acheter à Paris? Près de Soissons, et on la trouve aujourd'hui de plus en plus dans nos secteurs. Ah oui. On la trouve à la limite de Seine-et-Marne, ça s'étend, voilà, c'est des acteurs. Mais forcément à Paris, la chips française... Je pourrais vous en ramener, c'est à côté de chez moi, le barrage est à quelques pas de chez moi, là, le barrage à la 4. Je peux même passer voir nos amis. Alors écoutez, franchement, Mathieu, vous avez fait un tour de force, vous avez réveillé Fabrice Lafitte. Mathieu, parce que vous lui avez parlé de près de chez lui, il a entendu un 4, il a dressé l'oreille, il s'est sorti de sa tanière. On peut déjà se dire que Fabrice ne sera pas là demain, le connaissant, avec ses points de blocage, il dit que c'est près de chez lui. Non, aujourd'hui j'ai fait un petit détour et je prépare sans aucun souci. Mais venez. Je vous donne mon numéro et on vous attend. Exactement. Bon, merci, mais venez. Vous êtes à combien de kilomètres de la rue des la rue des Cévennes? 49 km. Vous venez en Solex si la voiture ne marche pas, ou vous venez en cyclomoteur. Mais la voiture fonctionne très bien, les chemins annexes fonctionnent. Je le vois très mal sur un vélo ou sur... Bien sûr, quand on quand on est sur le chemin, à bicyclette. Bon, écoutez, non, mais vous n'aimez pas les chips? Ah, mais j'adore ça, mais bon, c'est une nourriture d'enfant, c'est de l'alimentation d'enfant. Excusez-moi, c'est très mauvais pour la santé. Je m'inquiète pour vous. Bon, en tout cas, alors inquiétez-vous pour moi, et je vous en remercie de cette sollicitude, arrivée par un pro renfort. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous me disiez s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Ah oui, il y a beaucoup de messages. Parce qu'il y a 11 000 fidèles de la page Facebook. Non, 11 600. Bon, est-ce que ces réseaux sociaux, c'est sur la page Facebook que vous allez prendre vos commentaires? Oui, mais attendez, non, alors là, c'est exceptionnel. Ça fait plusieurs années que je fais ça avec vous. Mais il doit en avoir de plus en plus. Mais bien sûr qu'il y en a de plus en plus. Il est 11h52. Vous en voulez deux? Oui. Allez, j'en ai deux devant moi. Myriam nous écrit. Myriam. Je les soutiens à 100%. Il faut dire que le... Oula, attendez, j'arrive plus à lire. Voilà, il n'arrive même plus à lire. C'est la bière de notre ami. Je dis vraiment aux auditeurs qui nous écoutent que c'est vraiment... Non, mais... Vous allez repartir d'où vous venez. Non, s'il vous plaît, non. Je vais vous renvoyer à la maison mère. Non. Allez, Myriam nous écrit. Je les soutiens à 100%. Il faut dire au grand public tous les problèmes qu'ils rencontrent au fil des années. Et on a Francis également, soutien total aux agriculteurs. Heureusement que la grande majorité n'a pas été dupée par la mise en scène grotesque du Premier ministre. Voilà. Je rappelle, mais c'est pas mise en scène grotesque, mais ils font de la com. Le souci des hommes politiques, c'est qu'ils font de la com. Alors, faut faire de la com, mais il ne faut pas faire que de la com. Mais c'est vrai que la mise en scène de Gabriel Attal était plutôt réussie. D'abord, il est à l'aise, il était sur sa botte de paille, il paraissait à l'écoute, et ça. Mais ça ne peut pas suffire. La com ne peut pas être une politique. Il faut de l'action, il faut des faits. Oui. Voilà. Les hommes sont ceux qu'ils font. Présentez-vous, non, en 2027? Non, vous voulez pas? Je vais présenter mes excuses. Voilà ce que je vais présenter. Bon, on va marquer une pause. Il est content, notre ami DJ Fab. Je vais aller manger des chips sur le chemin du retour. Il va
Oui, alors on en rapporte d'ailleurs plus qu'on en ramène, mais est-il possible pour une fois que c'est pas moi qui me fais tirer dessus. Allez, vous avez raison. mais est-ce que mais non, mais c'était notre ami qui l'avait déjà dit tout à l'heure, et puis j'ai rien dit. Bon, c'est pas grave d'ailleurs, rien n'est grave sauf la mort. Rien n'est grave sauf la mort, disait Sacha Guitry. Il n'y a plus aucun fil conducteur en fait dans ce que vous dites. Non, mais il n'y a plus. Mais il est content de GIFAP parce qu'il va pouvoir rentrer chez lui ce soir. Manger des chips et ne pas revenir demain. Ah oui, est-ce que demain vous pourriez, sérieusement, les chips françaises, vous pourriez, mais on les trouve dans. Il y a des petits commerces chez vous, j'imagine, dans votre. Là où vous habitez, il y a l'eau courante et tout. Ah, il y a l'eau courante, l'électricité depuis. En le regardant, je sais pas. Et des vêtements anciens. Ah oui, vous habitez vous vous habillez à la belle parisienne ou au beau parisien. Parfois, on voit ces magasins en dehors de la grande ville. Bon, il est 11h55. On a fini avec les agriculteurs. On parle de la RATP qui est en grève jusqu'au 9 septembre. Oui, non mais. Ah, ça c'est de la grève. On est le 26 janvier ou 28 janvier. Ils sont en grève jusqu'au 9 septembre. À tout de suite. Vous écoutez